Mon fiancé a dit, le mariage est annulé à moins que tu ne mettes ta maison, ta voiture et même tes économies à mon nom. J'ai calmement répondu que j'y réfléchirais. Cette nuit-là, j'ai changé les serrures et fait don de son costume de mariage. Il a tout appris le lendemain lorsqu'il s'est présenté pour son essayage, et un inconnu posait dans sa veste. Le mariage est annulé à moins que tu ne mettes le condo, la voiture et tes économies à mon nom. Samuel l'a dit avec désinvolture, comme s'il discutait de plans pour le dîner, et non comme s'il exigeait que je lui remette tout ce que j'avais mis 10 ans à construire. Nous étions à 3 mois de notre mariage en octobre. J'avais déjà versé 35 000 $ en acompte, et l'homme que j'étais censé épouser venait de transformer notre avenir en une négociation d'otages. Je l'ai regardé assis en face de moi dans mon bureau à domicile, mon bureau dans mon condo que j'avais acheté il y a 6 ans sans son aide, et quelque chose en moi s'est complètement refroidi. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit calmement. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais déjà commencé à planifier quelque chose qu'il ne verrait jamais venir. Au moment où il se présenterait pour son dernier essayage de costume lundi, un parfait inconnu porterait sa veste Tom Ford à 5 000 $, et je regarderais toute la scène se dérouler depuis ma voiture de l'autre côté de la rue. Mais laissez-moi revenir en arrière, car comprendre comment je me suis retrouvé dans cette situation nécessite de comprendre qui j'étais avant que Samuel Brennan n'entre dans ma vie et ne confonde ma réussite avec une opportunité. Je m'appelle Lily Morgan. J'ai 33 ans et je suis avocate en droit immobilier d'entreprise à Denver. Ce condo sur lequel Samuel voulait que son nom figure? Je l'ai acheté à 27 ans avec l'argent que j'avais économisé grâce à 3 années de travail acharné en tant qu'associé dans un cabinet d'avocats qui ne pensait pas que les femmes avaient leur place dans l'immobilier commercial. Le Range Rover qu'il voulait transférer à son nom. Je l'ai payé comptant à 31 ans. 38 000 $ que j'avais économisé spécialement à cette fin parce que je ne voulais pas de dette. Je ne voulais pas de paiement. Je ne voulais que personne n'ait de pouvoir sur quelque chose dont j'avais besoin. Le compte d'épargne auquel il voulait avoir accès? Il a fallu une décennie pour le constituer. 6 chiffres qui représentaient toutes les vacances que je n'ai pas prises, tous les dîners au restaurant que j'ai sautés, tous les week-ends où j'ai travaillé pendant que mes amis de la faculté de droit vivaient leur vie. Chaque dollar sur ce compte avait une histoire. Chaque dollar représentait un choix que j'avais fait pour privilégier la sécurité à la spontanéité. J'ai appris l'indépendance financière de ma mère, mais pas de la manière dont la plupart des gens apprennent les choses de leurs parents. Je l'ai appris en regardant ce qui arrive quand on ne l'a pas. Ma mère est décédée quand j'avais 25 ans, juste avant que je ne réussisse l'examen du barreau. Un cancer de l'ovaire qui s'est propagé rapidement et n'a montré aucune pitié. Durant ces dernières semaines, quand elle savait qu'elle ne quitterait pas cet hôpital, elle a pris ma main un après-midi et a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Lily, la richesse ne se mesure pas à ce que tu gagnes. Elle se mesure à ce que tu gardes et à ce que tu protèges. Ne laisse jamais personne te faire culpabiliser d'avoir construit quelque chose de solide. Et ne donne jamais à quelqu'un d'autre le contrôle de ce que tu as construit. Elle parlait de mon père, bien qu'elle n'ait pas dit son nom. Il est parti quand j'avais 12 ans. Et quand il est parti, ma mère a découvert qu'elle n'avait rien à son propre nom, pas de carte de crédit, pas de compte d'épargne sans son nom, pas de propriété qu'elle possédait indépendamment. À 42 ans, elle a dû repartir de zéro. Elle s'est reconstruite, a obtenu son permis d'agent immobilier, a occupé 2 emplois pendant des années et a fini par réussir. Mais elle n'a jamais oublié ce que ses premières années de dépendance ont ressenti, la vulnérabilité, l'impuissance, le sentiment nauséabond de réaliser que tu as fait confiance à quelqu'un pour tout et qu'il t'a laissé sans rien. Alors, quand j'ai acheté mon condo à 27 ans, j'honorais ma mère. Le marché avait suffisamment baissé pour rendre cela possible, mais j'ai vidé mon épargne et contracté un prêt hypothécaire qui me terrifiait. Mes collègues pensaient que j'étais imprudente. Loue pendant encore quelques années, disait-il. Constitue-toi plus de sécurité. Mais j'entendais la voix de ma mère dans ma tête, et je savais ce que je devais faire. Pendant les 4 années suivantes, j'ai vécu comme une étudiante dans un bel espace, des meubles bon marché d'IKEA, pas de vacances, je cuisinais à la maison tous les soirs, je conduisais une Honda Civic de 12 ans que j'avais achetée comptant avec ma première prime de cabinet d'avocat. Chaque augmentation, chaque chèque de prime, chaque remboursement d'impôt allait directement au remboursement du capital de ce prêt hypothécaire. Ma meilleure amie Rachel a observé tout ce processus avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Nous nous étions rencontrés à la faculté de droit, nous nous étions liés parce que nous étions 2 des 7 seules femmes de notre programme de droit des sociétés, et nous étions restés proches même si nos chemins avaient divergé. Elle avait choisi le droit d'intérêt public,
gagnait un quart de ce que je gagnais et semblait parfaitement heureuse de vivre avec une colocataire et 2 chats. Tu as 30 ans et tu n'as pas quitté le Colorado depuis 4 ans, a-t-elle dit un dimanche lors de notre course habituelle. Tu rates ta vie. Je construis ma vie, l'ai-je corrigé. Il y a une différence. Quand j'ai effectué ce dernier paiement hypothécaire à 31 ans, je me suis assise seule dans mon condo et j'ai pleuré, des larmes de soulagement, des larmes de liberté, le genre de larmes qui viennent quand on réalise qu'on a réellement fait quelque chose dont on n'était pas sûr que ce soit possible. Ce condo était à moi. Entièrement, totalement à moi. Chaque carreau, chaque fenêtre, chaque mètre carré m'appartenait parce que je l'avais gagné. Puis j'ai acheté le Range Rover. D'occasion, vieux de 3 ans, mais j'ai payé les 38 000 $ en espèces. Rachel pensait que j'étais folle à nouveau. Finance-le. Les taux d'intérêt sont bas. Mais je ne voulais pas de paiement. Je ne voulais pas de dette. Je voulais savoir que si tout s'écroulait demain, j'avais un chez moi et un véhicule que personne ne pouvait toucher. À 32 ans, j'avais ce compte d'épargne à 6 chiffres et une voix d'associé dans l'un des cabinets d'immobilier commercial les plus prestigieux de Denver. J'avais négocié des baux pour d'importants immeubles de bureaux. Je connaissais toutes les réglementations de zonage du comté de Denver. Les associés principaux m'appelaient pour obtenir des conseils. Les clients me demandaient spécifiquement. Mais j'étais aussi seul d'une manière que je n'admettais à personne. Je rentrais chaque soir dans ce magnifique condo vide et je me demandais si j'avais fait les mauvais choix. Tous mes amis de l'université étaient mariés ou fiancés. Ils publiaient des photos de vacances et d'anniversaires et partageaient leur vie. J'avais une propriété, le respect professionnel et la sécurité financière, mais je n'avais personne avec qui les partager. Voilà dans quel état j'étais quand j'ai rencontré Samuel Brennan il y a 18 mois lors d'un gala de bienfaisance pour les services d'aide juridique. Il avait 35 ans, était charmant et travaillait dans ce qu'il appelait le conseil financier, ce qui, j'ai appris plus tard, signifiait qu'il conseillait les startups sur les stratégies de financement, bien qu'aucun de ses clients ne sembla jamais obtenir de financement. Mais ses premiers mois se sont déroulés sans effort. Il se présentait à mon bureau avec du café pendant les soirées tardives. Il écoutait quand je parlais de clients difficiles. Il semblait sincèrement impressionné par ma carrière, par ce que j'avais construit, par le fait que je possédais une propriété à 33 ans. Il me donnait l'impression que quelqu'un voyait enfin le travail derrière le succès. Rachel était sceptique dès le début. Elle me tirait à l'écart lors du brunch et disait, il y a quelque chose de performatif chez lui. Regarde comment il parle de toi aux autres. Il s'agit toujours de ce que tu as, pas de qui tu es. Mais j'étais fatigué d'être seul. Fatigué d'être la seule avocate célibataire lors des événements du cabinet. Fatigué de rentrer chez moi dans le silence. Alors j'ai ignoré les petits signaux d'alarme, la façon dont Samuel orientait toujours les conversations vers mes biens, comment il mentionnait avec désinvolture notre endroit ou notre voiture alors que légalement tout était à moi, comment il ne proposait jamais de contribuer de manière égale aux dépenses, mais avait toujours de l'argent pour des vêtements et des appareils électroniques coûteux dont il n'avait pas besoin. 10 mois après le début de notre relation, il a emménagé dans mon condo. Son bail se terminait. La conversation s'est déroulée naturellement, et il a commencé à verser 1 500 $ par mois pour les services publics et l'épicerie. Cela semblait juste. Je possédais l'endroit entièrement, il ne devrait donc pas avoir à payer ce qu'il paierait en loyer ailleurs. Mais les choses ont changé en quelques semaines. Mon esthétique minimaliste est soudainement devenue froide et digne d'une entreprise. Il a commencé à redécorer sans demander, ramenant des meubles que je n'avais jamais voulu, invitant constamment ses amis à des soirées de poker qui laissaient des taches de bière sur ma table basse. Puis sont venus les commentaires sur ma carrière, que je travaillais trop, que la petite amie de son ami était professeure de yoga avec un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, que je devrais peut-être envisager la planification successorale au lieu de l'immobilier commercial, quelque chose de moins stressant. Chaque commentaire semblait insignifiant isolément. Mais ensemble, ils formaient un schéma que j'étais trop proche pour voir. Il y a 8 mois, je l'ai demandé en mariage. Oui, je me suis agenouillé dans notre restaurant préféré et j'ai présenté une bague qui a coûté 2 mois de mon salaire. Il a pleuré, a dit oui, et a immédiatement commencé à poster des photos avec des légendes sur le fait d'être assuré à vie et de trouver son foyer pour toujours. Pas la personne pour toujours, le foyer pour toujours. Cela aurait dû être perçu comme étrange. Mais j'étais prise dans la planification du mariage, je m'y suis investi avec la même intensité que pour les affaires importantes. Ma moitié des dépenses s'est élevée à 35 000 $, lieu à la Botanic Gardens,
photographe, traiteur, fleuriste, quatuor à cordes. Samuel mentionnait occasionnellement les coûts, mais ne proposait jamais de partager quoi que ce soit de manière égale. Et je me disais que c'était bien parce que je gagnais plus. Le scepticisme de Rachel s'est intensifié. Elle l'observait lors des dîners, remarquait comment il parlait de nos biens alors que tout était légalement à moi, comment les conversations revenaient toujours à la valeur de mon condo ou à mes économies plutôt qu'à mes réalisations réelles. Il n'est pas amoureux de toi, a-t-elle dit un soir après avoir bu trop de vin. Il est amoureux de ce que tu as construit. Je ne voulais pas l'entendre. J'étais à 3 mois de ne plus être seul, à 3 mois d'avoir quelqu'un à qui rentrer à la maison, à 3 mois d'avoir enfin ce que tout le monde semblait avoir si facilement. Et puis Samuel s'est assis dans mon bureau à domicile et a prononcé son ultimatum, transférer le condo, transférer la voiture, lui donner accès à mes économies, tout, ou le mariage était annulé. Je l'ai regardé en face de mon bureau, le bureau que j'avais acheté avec ma première prime, dans le bureau que j'avais créé, dans le condo que j'avais acheté seul, et quelque chose s'est cristallisé. Il ne voulait pas construire une vie avec moi. Il voulait prendre possession de la vie que j'avais déjà construite. Et il utilisait notre mariage, notre relation, notre avenir supposé ensemble comme levier pour y parvenir. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit, en gardant ma voix stable. Il s'est levé, confiant d'avoir gagné. Ne tarde pas trop. Nous avons des échéances avec les prestataires. Après qu'il a quitté la pièce, je suis restée assise là pendant longtemps à penser aux paroles de ma mère, à ce qu'elle m'avait averti de protéger, à la différence entre le partenariat et la possession. Et j'ai commencé à planifier quelque chose que Samuel ne verrait jamais venir. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé dans mon lit à fixer le plafond, en repassant les mots de Samuel dans ma tête, pas seulement l'ultimatum lui-même, mais la façon dont il l'a prononcé, le ton désinvolte comme s'il me demandait d'aller chercher des provisions, la qualité préparée de son discours comme s'il l'avait répété plusieurs fois, l'escalade immédiate en menace quand je n'ai pas accepté instantanément. Ce n'était pas spontané. C'était calculé. Dimanche matin, j'ai retrouvé Rachel pour notre course habituelle au Washington Park. Nous faisions ce même parcours tous les dimanches depuis 5 ans, 7 miles qui nous faisait faire 2 fois le tour du réservoir. Habituellement, nous parlions de travail, d'affaires, de rien d'important. Aujourd'hui, j'ai tout déballé avant même que nous ayons terminé le premier mile. Rachel s'est arrêtée en plein élan, les mains sur les genoux, respirant fort. Mais ce n'était pas à cause de l'effort. Répète ça. Il veut quoi? Le condo, l'accès à mes économies. Tout transféré à son nom, ou au minimum, en propriété conjointe. 3 mois avant le mariage. Elle s'est redressée, et son expression s'est transformée en quelque chose que j'avais rarement vu, une colère pure. Lily, ce n'est pas une demande de partenariat. C'est un braquage avec une cérémonie jointe. Il fait en sorte que ça ait l'air raisonnable, comme si j'étais paranoïaque d'hésiter. Bien sûr qu'il le fait. Rachel a attrapé mes épaules, me forçant à la regarder. Ma sœur a vécu exactement la même chose il y a 6 ans. Son ex voulait que son nom figure sur sa voiture et son condo pour prouver qu'elle lui faisait confiance. Elle l'a fait parce qu'elle l'aimait et ne voulait pas qu'il ait l'impression qu'elle se retenait. 2 ans plus tard, pendant le divorce, elle a dû lui racheter des biens auxquels il n'avait jamais contribué un seul centime. Il est reparti avec $80 000 de ses capitaux propres alors qu'elle se débattait pour tout refinancer à son propre nom. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Rachel, je ne sais pas quoi faire. Tu appelles un avocat aujourd'hui. Pas un organisateur de mariage, pas un thérapeute, un avocat spécialisé dans la protection des biens. Et tu ne dis pas à Samuel que tu le fais. Nous avons terminé la course en silence, mais mon esprit était en ébullition tout le temps. Au moment où je suis rentré à la maison, Samuel était parti pour l'une de ces réunions de café de réseautage qui ne semblaient jamais se traduire par un travail réel. Je me suis douché, changé et j'ai passé un coup de fil que je n'aurais jamais pensé passer 3 mois avant mon mariage. Lundi matin à 9 h, j'ai appelé Jonathan Hastings. Il était associé en droit de la famille dans mon cabinet, âgé de 62 ans, avec la réputation d'être brillant et d'une honnêteté brutale. Nous avions travaillé ensemble sur quelques affaires où l'immobilier croisait les procédures de divorce, et j'avais toujours respecté son point de vue. Lily, c'est inattendu, a-t-il dit lorsque son assistante m'a passé l'appel. Que puis-je faire pour vous? J'ai expliqué la situation aussi cliniquement que possible, en excluant toute émotion, en la présentant comme un dossier, l'ultimatum,
le calendrier, les actifs spécifiques auxquels Samuel voulait accéder, la façon dont il avait présenté mon hésitation comme un défaut de caractère. Le silence à l'autre bout du fil a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Jonathan, je suis là. Sa voix avait changé, elle avait pris une lassitude qui lui donnait tout son âge de 62 ans. Lily, je pratique le droit de la famille depuis 30 ans. J'ai vu ce scénario se dérouler plus de fois que je ne peux en compter, et ça ne se termine jamais bien pour la personne qui a des actifs. Alors, qu'est-ce que cela signifie légalement? Cela signifie que si vous transférez ces actifs avant le mariage, vous faites un don sans aucune protection juridique. Il se passe quelque chose et vous rompez, vous n'avez aucun recours pour les récupérer. Après le mariage, ils deviennent des biens matrimoniaux, ce qui signifie qu'en cas de divorce, ils seraient divisés. Dans les deux cas, vous êtes massivement exposé. J'ai senti mon cerveau d'avocate se mettre en marche, la partie de moi qui pouvait analyser les situations sans émotion. Qu'en est-il du calendrier? Est-ce que ça compte? Le calendrier est le plus grand signal d'alarme ici. La voix de Jonathan est devenue plus ferme. Un ultimatum 3 mois avant un mariage après avoir déjà versé des acomptes et pris des engagements. Ce n'est pas l'amour qui parle, Lily. C'est de la stratégie. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait et qui utilise votre investissement émotionnel et vos coûts irrécupérables financiers comme levier. Les mots ont atterri comme un coup physique. Que dois-je faire? Dites-lui que vous voulez consulter un planificateur financier avant de prendre des décisions concernant le transfert d'actifs. Observez attentivement sa réaction. S'il est un partenaire légitime qui veut ce qu'il y a de mieux pour vous deux, il comprendra la diligence raisonnable. Si ce n'est pas le cas, il augmentera la pression et vous fera sentir coupable d'être prudente. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. Jonathan a posé des questions détaillées sur la situation financière de Samuel, ses contributions aux dépenses du ménage, ses antécédents professionnels. À chaque réponse, j'entendais l'inquiétude grandir dans la voix de Jonathan. Encore une chose, a-t-il dit avant que nous raccrochions. Documentez tout à partir de maintenant. Conservez des enregistrements des conversations, des SMS, des contributions financières. Si ça tourne mal, vous aurez besoin de preuves de ce qui s'est réellement passé par rapport à ce qu'il pourrait prétendre s'être passé. J'ai passé le reste du lundi dans un état dissociatif que j'ai reconnu dans des cas particulièrement stressants, physiquement présente, faisant les gestes, mais émotionnellement ailleurs. Je me suis présenté aux réunions. J'ai examiné les contrats. J'ai répondu aux emails. Mais mon esprit était ailleurs, rejouant chaque interaction avec Samuel à travers ce nouveau prisme que Jonathan m'avait fourni, à quelle vitesse les choses avaient changé après son emménagement, comment ma maison avait cessé de me sembler à moi, comment chaque conversation sur mon travail était devenue une critique déguisée en inquiétude, comment il n'avait jamais suggéré que nous économisions ensemble pour quelque chose, que nous achetions quelque chose en commun, que nous construisions quelque chose de nouveau, seulement que je transfère ce que je possédais déjà. Le schéma se formait, clair et indéniable, maintenant que je le regardais réellement. Mercredi soir, nous avons dîné à la maison. J'avais pris de la nourriture thaïlandaise en revenant du bureau, et nous avons mangé à ma table de cuisine, la table que j'avais achetée il y a 3 ans, dans la cuisine du condo que je possédais depuis 6 ans. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, ai-je commencé prudemment, à propos des transferts d'actifs. Samuel a levé les yeux, l'expression immédiatement méfiante. Et je veux d'abord parler à un conseiller financier, pour m'assurer que nous structurons tout correctement à des fins fiscales, pour une protection juridique. Ce sont des décisions financières majeures, et je veux m'assurer que nous les prenons correctement. Son visage a changé. La méfiance s'est transformée en quelque chose de plus dur, de plus froid. Tu réfléchis trop. Je suis prudente avec des actifs majeurs. Ce n'est pas réfléchir trop. C'est être responsable. Les gens qui s'aiment n'ont pas besoin de conseillers financiers pour se faire confiance. Il a posé sa fourchette avec plus de force que nécessaire. C'est exactement ce qui m'inquiétait. Tu traites notre mariage comme une transaction commerciale. Je traite les décisions financières majeures comme des décisions financières majeures. Il s'est levé brusquement de table. Tu sais ce que ça me dit? Que tu ne veux pas vraiment m'épouser. Tu veux un contrat de mariage, un conseiller financier, probablement des comptes bancaires séparés, aussi. Ce n'est pas un mariage, Lily. C'est un arrangement commercial où tu gardes tout le pouvoir et je ne suis qu'un accessoire de ta réussite. Samuel, ce n'est pas ce que je dis.
Tu compliques les choses parce que tu n'arrives pas à gérer l'idée de partager réellement ta vie avec quelqu'un. Tu as construit cette forteresse d'actifs et de succès, et tu ne veux pas vraiment laisser entrer qui que ce soit. Tu veux un partenaire que tu peux contrôler, pas un égal. Il a attrapé ses clés et son portefeuille. Je vais rester chez Marcus pendant quelques jours. Peut-être que tu comprendras ce que tu veux vraiment, parce qu'en ce moment, il est assez clair que tu veux un mariage plus qu'un mariage. La porte s'est refermée derrière lui, pas tout à fait un claquement, mais presque. Je suis resté assise à cette table pendant longtemps après son départ, la nourriture refroidissant, l'esprit passant en revue tout ce qu'il venait de dire, la façon dont il avait transformé ma demande raisonnable en un assassinat de personnage. Comment il m'avait fait me sentir coupable de vouloir protéger des actifs que j'avais construits avant qu'ils n'existent dans ma vie, à quelle vitesse il était passé de la conversation à l'abandon. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Samuel, je reste chez Marcus ce soir. Besoin d'espace pour réfléchir si nous sommes réellement prêts pour ça. Puis un autre, ça fait mal que tu ne me fasses pas assez confiance pour construire un vrai partenariat. Et un autre, je pensais que tu étais différente. Je suppose que j'avais tort. Chaque message était conçu pour me faire sentir coupable, pour me faire remettre en question mon jugement, pour me faire tendre la main et m'excuser d'avoir des limites. J'ai éteint mon téléphone et me suis versé un verre de vin. Puis je me suis assise dans mon salon avec mes meubles dans ma maison, et je me suis laissé ressentir ce que j'avais évité pendant des semaines. Ce n'était pas bien. Rien de tout cela n'était bien. Et quelque chose allait se passer qui prouverait à quel point je m'étais trompé sur Samuel Brennan. Samuel est resté chez Marcus pendant 2 nuits de SMS conçus pour me faire sentir coupable, pour me faire remettre en question mon propre jugement, pour m'adoucir pour son retour. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai travaillé tard au bureau, j'ai accepté des missions de recherche supplémentaires, je suis resté suffisamment occupé pour ne pas avoir le temps de me remettre en question. Mercredi soir, je suis rentré à la maison épuisé après une négociation brutale de bail commercial, 12 heures d'affilée à me battre sur des clauses de responsabilité avec un client qui pensait pouvoir réécrire le droit contractuel de base par pure obstination. J'avais mal aux pieds à force d'arpenter les salles de conférence. J'avais mal à la tête à force de fixer le langage des contrats. Tout ce que je voulais, c'était un verre de vin, du silence et peut-être un bain chaud. Au lieu de cela, je suis entré dans mon condo et j'ai trouvé Samuel allongé sur mon canapé avec son colocataire de l'université, Marcus. Le sport hurlait à la télévision à un volume qui a aggravé mon mal de tête. Des bouteilles de bière vides s'accumulaient sur ma table basse, laissant des traces sur le bois que j'avais soigneusement entretenu. Samuel n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Il n'a pas reconnu ma présence, il a juste dit « On est en train de planifier les détails de l'enterrement de vie de garçon. » Marcus a trouvé un endroit à Vegas. Ça va être épique. Je suis resté là un instant, la mallette à la main, mes vêtements professionnels froissés par une longue journée, attendant quelque chose de plus, des excuses pour la dispute, une explication pour savoir pourquoi il s'était laissé rentrer après être sorti en trombe. Quelque chose. Rien n'est venu. Je vais aller chercher du vin, ai-je dit à personne en particulier. Je me suis dirigé vers la cuisine, trop fatigué pour une confrontation, tous les muscles me faisant mal. Le plan d'étage ouvert que j'avais adoré lorsque j'ai acheté cet endroit, le flux harmonieux entre le salon et la cuisine, la lumière naturelle, la façon dont il faisait paraître l'espace plus grand, allait devenir le choix de conception qui allait tout changer. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix de Marcus porter clairement depuis le salon. Tu lui as parlé du budget de Vegas. Ça va coûter une fortune. Je me suis figé juste à l'intérieur de la cuisine, caché de la vue par l'angle du mur, un verre de vin à la main, complètement immobile. Le rire de Samuel est venu ensuite, pas le rire qu'il utilisait avec moi, doux, presque autodépréciateur. C'était différent, plus sombre, plus calculateur. Pas encore. Elle va couvrir. Elle le fait toujours. Ma main s'est serrée sur le verre de vin. Marcus, mec, tu l'as bien dressé. Ma copine me tuerait absolument si je faisais ça. C'est parce que ta copine n'a pas un condo payé à Cherry Creek et $100 000 d'économie liquide. La voix de Samuel était désinvolte, comme s'il parlait de résultats sportifs. Lily est bonne pour ça. De toute façon, elle travaille constamment. Autant en profiter. Le verre de vin me semblait incroyablement lourd dans ma main. Je l'ai posé sur le comptoir silencieusement, soigneusement, chaque mouvement délibéré. Mon cerveau d'avocate s'est mis en marche,
la partie de moi qui reconnaissait les preuves quand je les entendais, qui comprenait la valeur d'écouter avant de réagir. La voix de Marcus a baissé, conspiratrice. Et l'histoire du transfert d'actifs, mec? C'est génial. Une fois que ton nom est sur ce condo et la voiture, tu as une vraie sécurité. Même si les choses tournent mal plus tard, tu repars avec quelque chose de substantiel. Ça, c'est penser à l'avenir. Je sais. Samuel avait l'air satisfait de lui. C'est mon père qui me l'a suggéré, en fait. Tout en moi s'est refroidi. Ton père t'a dit de faire ça? Ouais. Il a vécu un divorce difficile dans la trentaine, et le nom de son ex-femme n'était sur rien. Elle a reçu une pension alimentaire, mais c'est tout. Il est reparti fauché, repartant de 0 à 40 ans. Il m'a dit, n'épouse jamais quelqu'un qui a des actifs sans te protéger d'abord. Si elle s'avère difficile ou contrôlante, tu ne repars pas de zéro. C'est juste de la planification intelligente. J'ai entendu le cliquetis des bouteilles de bière, le bruit de leur toast à quelque chose. Puis Samuel a ajouté la partie qui a glacé mon sang. De plus, une fois que j'aurai accès à son compte d'épargne, je pourrai enfin lancer ce fonds de crypto-monnaie que je planifie. Elle ne remarquera même pas si je déplace 50 000 $ dans l'investissement initial. Au moment où nous serons mariés et qu'elle s'en rendra compte, il aura doublé, voire triplé, et ce sera moi qui aurai l'empire. Elle sera probablement fière de moi d'avoir pris l'initiative. Marcus a ri, fort et sincère. C'est froid, mec. Mais je respecte l'initiative. Et tu as raison. Elle travaille environ 80 heures par semaine. Elle ne remarquera probablement même pas que l'argent a disparu jusqu'à ce que tu l'aies déjà récupéré. Peut-être que tu gagneras assez pour la rembourser et garder les bénéfices. C'est le plan. Elle est tellement occupée avec ses affaires d'immobilier commercial qu'elle regarde à peine ses comptes personnels. Je l'ai observé. Elle vérifie son solde peut-être une fois par mois. Au moment où elle réalisera qu'il manque 50 000 $, je pourrai l'expliquer comme un investissement dans notre avenir. Je me suis tenu dans ma cuisine dans mon condo que j'avais acheté avec mon argent, écoutant mon fiancé et son ami comploter ma destruction financière avec la facilité des involtes de personnes planifiant des vacances. Ils ont continué à parler du voyage à Vegas, du prix exorbitant du service de bouteilles, de savoir s'ils devaient prendre une suite ou juste des chambres normales. Mais j'avais cessé d'écouter les mots. J'étais en train de traiter ce que je venais d'entendre. Samuel n'avait pas seulement demandé des transferts d'actifs sur un coup de tête. Son père l'avait entraîné, lui avait donné une stratégie basée sur sa propre expérience de divorce. C'était prémédité, calculé, un plan qui se formait depuis avant même que Samuel n'emménage dans mon condo. Et le stratagème de la crypto-monnaie? Il avait déjà décidé de voler 50 000 $ sur mon épargne, pas emprunter, pas demander la permission. Il avait observé mes habitudes bancaires, programmant sa demande d'accès pour le moment où il pourrait vider mon compte sans être immédiatement détecté. Le mot difficile continuait de résonner dans ma tête. Son père l'avait averti que je pourrais me révéler difficile ou contrôlante, ce qui signifiait apparemment s'opposer à l'exploitation financière, se défendre, protéger ce que j'avais construit. Je me suis forcé à bouger, suis retourné dans le salon comme si je n'avais rien entendu. Les deux ont brièvement levé les yeux, puis ont repris leur conversation sur les hôtels de Vegas. Samuel m'a adressé un sourire qui aurait semblé chaleureux si je n'avais pas entendu ce que je venais d'entendre. Longue journée, m'a-t-il demandé, presque inquiet. Brutal, ai-je réussi à dire. Je vais prendre une douche. Je suis allé dans ma chambre dans mon condo, et j'ai fermé la porte. Je me suis assise sur le bord de mon lit, me sentant comme si quelqu'un venait de me remettre les plans architecturaux de ma propre destruction. Il avait tout dessiné, le transfert d'actifs pour sécuriser sa position, la ponction de l'épargne pour ses rêves de crypto-monnaie, tout le plan de la façon dont Samuel Brennan prévoyait de démanteler tout ce que Lily Morgan avait construit. Mais il avait commis une erreur critique, il avait planifié tout ce stratagème alors qu'il vivait chez une avocate d'entreprise qui avait passé 10 ans à apprendre à protéger les actifs, à identifier la fraude et à documenter les preuves. Je suis allé dans ma salle de bain, j'ai fait couler la douche aussi chaude que possible, et j'ai laissé l'eau brûlante couler sur moi jusqu'à ce que ma peau devienne rouge. Je l'ai laissé brûler les derniers restes de doute, les derniers fils d'espoir que peut-être j'avais mal compris, peut-être qu'il y avait une autre explication. Il n'y avait pas d'autre explication. Il n'y avait que la vérité que j'avais entendue dans mon propre salon, Samuel ne construisait pas une vie avec moi.
Il planifiait systématiquement de dépouiller tout ce pour quoi j'avais travaillé, pièce par pièce. D'abord le transfert d'actifs, en faisant mettre son nom sur des biens auxquels il n'avait jamais contribué. Puis la ponction de l'épargne, 50 000 $ volés pour jouer avec la crypto-monnaie, quelque chose que je n'accepterais jamais si on me le demandait. Son père lui avait littéralement appris à se protéger de moi qui serait difficile, ce qui signifiait que son père lui avait appris comment exploiter quelqu'un qui avait travaillé dur et construit quelque chose de réel, lui avait donné le manuel pour la maltraitance financière déguisée en partenariat. Et Samuel avait déjà décidé que j'étais trop occupée, trop distraite, trop concentrée sur le travail pour remarquer que de l'argent disparaissait de mes propres comptes, que j'étais une proie facile parce que j'avais choisi la carrière plutôt qu'une vigilance constante. J'ai coupé la douche et me suis enveloppée dans une serviette que j'avais achetée avec mon propre argent, dans la salle de bain du condo que j'avais acheté seul, avant que Samuel Brennan n'existe dans ma vie. La femme qui me regardait dans le miroir était quelqu'un que je reconnaissais, pas la version qui avait douté d'elle-même pendant la semaine passée, pas la version qui s'était sentie coupable de vouloir protéger ses actifs, mais la version qui avait travaillé 80 heures par semaine et tout sacrifié pour construire quelque chose qui comptait. Cette femme savait exactement quoi faire. Si Samuel voulait jouer à des jeux stratégiques avec le travail de ma vie, je jouerais aussi. Mais ce jeu aurait des règles dont il ignorait l'existence. Ce jeu n'aurait qu'un seul gagnant, et ce ne serait certainement pas lui. Je me suis habillé, je me suis séché les cheveux et j'ai commencé à passer des appels. D'abord à Jonathan Hastings, laissant un message vocal disant que j'avais besoin de discuter de quelque chose d'urgent. Puis à mon gestionnaire d'immeuble à propos du changement de serrure. Puis à Rachel, juste 3 mots, tu avais raison. Au moment où je suis ressorti de ma chambre, calme et posé, j'avais déjà commencé à élaborer ma contre-attaque. Samuel a levé les yeux du canapé, une bière à la main. Tu te sens mieux? Beaucoup mieux, ai-je dit. Et je le pensais. Samuel et Marcus sont partis vers minuit, tous les deux bruyants et ivres et complètement inconscients du fait que j'avais entendu chaque mot de leur conversation. Après qu'ils soient sortis en titubant, je suis resté dans mon salon à regarder les bouteilles de bière qu'ils avaient laissées derrière eux, les marques sur ma table basse, le désordre qu'ils avaient fait dans mon espace. Puis j'ai tout nettoyé méthodiquement, complètement, essuyé toutes les surfaces, jeté toutes les bouteilles, restauré ma maison exactement comme elle l'était avant qu'ils ne l'envahissent. Cela semblait symbolique d'une certaine manière, reprendre mon espace, effacer les preuves de leur présence. Jeudi matin, j'étais à mon bureau à 7 heures. J'avais Jonathan Hastings au téléphone à 8 heures. J'ai entendu quelque chose hier soir, dis-je sans préambule. Samuel et son ami Marcus étaient dans mon salon en train d'organiser son enterrement de vie de garçon, et j'ai entendu toute la conversation depuis la cuisine. Je lui ai tout raconté mot pour mot, aussi précisément que je pouvais m'en souvenir. Les dépenses à Vegas que Samuel s'attendait à ce que je couvre, le transfert d'actifs étant l'idée de son père, une stratégie développée à partir de l'expérience de divorce de son père, le stratagème de crypto-monnaie, 50 000 $ que Samuel prévoyait de voler de mes économies dès qu'il y aurait accès. Le silence à l'autre bout du fil de Jonathan a duré si longtemps que j'ai vérifié mon téléphone pour m'assurer que l'appel n'avait pas été coupé. Jonathan, je suis là. Sa voix avait complètement changé. Lily, tu dois tout protéger. Aujourd'hui? Pas demain. Pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire? Change tous les mots de passe de tous les comptes, compte bancaire, compte d'investissement, carte de crédit, tout. Change toutes les questions de sécurité. S'il a une visibilité sur un compte, même simplement en connaissant les informations de connexion, supprime immédiatement son accès. Ensuite, change tes serrures. Toutes. Entrée, verrou, accès au garage, chaque serrure de cet appartement. Mon stylo se déplaçait sur le papier, prenant des notes comme on m'avait appris à la faculté de droit. Qu'en est-il de la documentation? Note tout ce dont tu te souviens de cette conversation pendant que c'est frais. Citations exactes si possible, paraphrase proche sinon. Note l'heure, le lieu, qui était présent. Crée une feuille de calcul de ce que tu possédais avant Samuel par rapport à ce que vous avez acheté ensemble. Je suppose que cela va être fortement pondéré en faveur de tes actifs. Prends des photos de chaque pièce montrant ta propriété. Sauvegarde tout sur un stockage cloud crypté, et envoie des copies à moi et à quelqu'un en qui tu as une confiance totale. Rachel, parfait. Fais tout ça aujourd'hui. Si cela dégénère en action juridique, et je pense que cela pourrait arriver d'après ce que tu m'as dit,
tu auras besoin de prouver que c'était une fraude calculée, pas juste une dispute de couple. J'étais déjà en train d'ouvrir mon ordinateur portable, en ouvrant mon site web bancaire. Les serrures vont être chères. Je me fiche qu'elles coûtent $5000, change-les aujourd'hui. Il a les clés de ton appartement, et il prévoit de vider tes économies. Tu ne peux pas le laisser avoir un accès physique à ton espace pendant que tu protèges tes comptes. À 9 heures, j'avais changé tous les mots de passe de tous les comptes financiers que j'avais. À 10 heures, j'avais mis à jour toutes les questions de sécurité avec des réponses que Samuel ne devinerait jamais, remplaçant le nom de jeune fille de ma mère par des références obscures que moi seul connaîtrais, changeant le nom de mon premier animal de compagnie en une phrase générée aléatoirement, créant des couches de sécurité qu'il faudrait un pirate déterminé pour percer. À 11 heures, j'ai appelé la gestionnaire de propriété de mon immeuble, une femme nommée Patricia, qui avait toujours été efficace et professionnelle. Patricia, je dois changer toutes les serrures de mon logement, aujourd'hui si possible, demain au plus tard. Oh, attends. Tout va bien, Lily? Je mets fin à mes fiançailles. Mon fiancé a les clés, et je dois les empêcher de fonctionner immédiatement. Sa voix a changé, est devenue plus chaleureuse. Je comprends tout à fait. Laisse-moi appeler notre serrurier. Avec le système de serrure intelligente que tu as, cela coûtera environ $1200 pour tout, entrée, verrou, code d'accès au garage. C'est bon. Peuvent-ils le faire demain? Je vais en faire une priorité. Seras-tu à la maison? Non, mais je vais te donner l'autorisation de les laisser entrer. Assure-toi juste que cela se fasse avant la fin de la journée de vendredi. Considère que c'est fait. Et Lily, je suis désolé que tu traverses ça. Après avoir raccroché, j'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul et j'ai commencé à tout documenter, une colonne pour les articles que je possédais avant que Samuel n'emménage, une autre pour les articles que nous avions achetés ensemble. L'appartement, 100% le mien, acheté il y a 6 ans, hypothèque remboursée il y a 2 ans. Le Range Rover, 100% le mien, acheté il y a 3 ans avec de l'argent comptant. Meubles, environ 95% les miens, accumulés sur 6 ans. Achat conjoint, une cafetière haut de gamme, environ $400, un ensemble d'ustensiles de cuisine que je n'ai jamais utilisé, environ $300, des coussins décoratifs pour le canapé, peut-être $200, une télévision intelligente qu'il avait insisté pour que nous ayons, $600. Achat conjoint Toto, $1500 sur environ $250 000 d'actifs dans l'appartement. J'ai créé une autre feuille de calcul pour suivre les contributions financières de Samuel depuis qu'il a emménagé, $1500 par mois pendant 10 mois, $15 000 au total. Services publics, épicerie, rien pour l'hypothèque qui n'existait plus, rien pour les impôts fonciers ou les frais de HOA, rien pour la propriété réelle de quoi que ce soit. Ensuite, j'ai parcouru chaque pièce avec mon téléphone, photographiant tout, chaque angle de chaque pièce, les meubles, l'art, les appareils électroménagers, le revêtement de sol, les luminaires, créant un enregistrement visuel de ce qui existait dans mon espace avant que je ne retire Samuel de celui-ci. J'ai tout crypté et je l'ai téléchargé sur un service cloud sécurisé. Ensuite, j'ai envoyé des copies à Jonathan et Rachel avec une simple ligne d'objet, documentation. Rachel a appelé immédiatement. Qu'est-ce que je regarde? Des preuves au cas où Samuel essaierait de prétendre qu'il a contribué à l'un de mes actifs ou qu'il a des droits sur quoi que ce soit dans l'appartement. Tu fais vraiment ça? Je fais vraiment ça. Bien. Sa voix était féroce. Il mérite tout ce qui va lui arriver. Vendredi après-midi, pendant que Samuel était censé être au travail, réunion de café qui n'ont jamais abouti à un emploi réel, j'ai passé un appel qui semblait à la fois mesquin et absolument justifié. J'ai appelé Douglas, le propriétaire de la boutique pour hommes de la Rime Square, où le costume de mariage sur mesure de Samuel était conservé. Nous avions eu plusieurs conversations au cours des derniers mois pendant que Samuel subissait plusieurs essayages, changeant les détails, obsédé par la doublure bordeaux, les boutons de manchette monogrammés, la façon dont le tissu anthracite drapait. J'ai tout payé. $5000 pour un costume qu'il porterait une fois. Douglas, ici Lily Morgan. Nous devons parler du costume de mariage de Samuel Brennan. Bien sûr, son dernier essayage est prévu pour lundi après-midi. Y a-t-il un problème? Le mariage est annulé. Nous avons rompu. J'aimerais faire don du costume. Silence. Alors je suis désolé. En faire don? Vous êtes partenaire avec une association caritative pour les anciens combattants, correct?
Vétéran carré-closet. Oui, nous le sommes. Mais c'est un costume Tom Ford sur mesure à 5000 $ que j'ai payé. Étant donné que Samuel vit gratuitement dans mon appartement depuis 10 mois alors que j'ai couvert tous les frais de mariage, je veux que ce costume soit donné à un ancien combattant qui en a réellement besoin. Quelqu'un qui le portera avec honneur lors d'entretiens d'embauche au lieu de l'utiliser comme un costume pour un mariage frauduleux. Douglas est resté silencieux pendant un long moment. Si vous l'avez payé, alors légalement, c'est à vous d'en faire don. Mais êtes-vous certaine? C'est un geste assez coûteux. J'en suis absolument certaine. Il a un dernier essayage prévu pour lundi après-midi. Je veux que le costume disparaisse avant qu'il n'arrive. Quelqu'un de l'association caritative peut-il venir le chercher demain? Je peux m'en charger. Mais Lily, il sera très contrarié lorsqu'il se présentera et découvrira que le costume a disparu. C'est le but. Et Douglas, quand il se présentera, dis-lui simplement qu'il y a eu une erreur de communication et que son costume a été donné. Ne mentionne pas mon implication à moins qu'il ne le demande directement. On dirait qu'il y a toute une histoire ici. Il y en a une. Et elle se termine avec un ancien combattant méritant qui reçoit un beau costume au lieu d'un escroc qui le porte pour un mariage qui visait toujours à accéder à mes actifs. Samedi matin, je me suis réveillé avec une clarté absolue sur ce qui devait se passer ensuite. Je me suis rendu au jardin botanique où nous avions réservé notre espace de cérémonie. Jennifer, notre coordinatrice, a semblé inquiète dès que je suis entré seul. Lily, Samuel doit-il te rejoindre ici? Non, je dois annuler le mariage. Son expression a changé pour une sympathie professionnelle. Je suis tellement désolé. Laisse-moi consulter votre contrat. Elle a tapé sur son ordinateur pendant un moment. L'acompte n'est pas remboursable, et l'annulation dans les 90 jours signifie que nous conservons 60% du solde restant. Le total serait d'environ 14 000 $. J'ai sorti mon chéquier sans hésitation. Je voudrais payer ça maintenant. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai systématiquement annulé tous les fournisseurs de mariage. Le photographe, 2000 $ de perdu, le traiteur, 3500 $ disparus, le fleuriste, 1800 $, le quatuor à cordes, 1200 $. Chaque annulation ressemblait à la coupure d'une corde qui m'étranglait. À midi, j'avais dépensé 23 000 $ pour annuler un mariage avec un homme qui prévoyait de voler 50 000 $ de mes économies. Toujours moins cher que ce qu'il avait prévu. Alors que je terminais les formalités administratives avec Jennifer, elle a mentionné quelque chose qui m'a figé. Au fait, un jeune couple s'est renseigné sur votre date d'octobre la semaine dernière. Tous les 2 instituteurs. Ils ont absolument adoré l'espace du jardin, mais quand je leur ai annoncé le prix, ils ont dit que c'était hors de leur budget. La mariée a même pleuré. C'était déchirant. Quelque chose a changé dans ma poitrine. Qu'est-ce qui rendrait cela abordable pour eux? Jennifer a calculé rapidement. Si quelqu'un couvrait environ 8 000 $ des coûts du lieu, ils pourraient probablement gérer le reste avec leurs économies. Ma main tremblait légèrement alors que j'écrivais un autre chèque. Appliquez ceci à leur réservation. Donateur anonyme. Dites-leur que quelqu'un voulait qu'ils aient une belle journée de mariage. Les yeux de Jennifer se sont remplis de larmes. Tu traverses une rupture et tu paies pour que de parfaits inconnus se marient. Je paie pour que de bonnes personnes aient quelque chose de beau. Samuel allait utiliser mon argent pour financer des jeux de hasard en crypto-monnaie. Cela me semble infiniment mieux. Dimanche matin, j'ai emballé toutes les affaires de Samuel, chaque vêtement qui était encore suspendu dans mon placard, chaque appareil électronique coûteux éparpillé dans mon espace, ces magazines de crypto-monnaie qui ressemblaient maintenant à des preuves, ces livres d'affaires motivants sur la manifestation de la richesse et l'attraction de l'abondance. Toute trace physique de lui. J'ai étiqueté clairement chaque carton et je les ai empilés dans ma place de parking attribuée dans le garage. Puis je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai rédigé un texto. Je l'ai écrit 17 fois différentes avant d'avoir les mots exacts. Samuel, j'ai réfléchi attentivement à ta proposition concernant le transfert d'actifs. Tu as raison. Nous devons être sur la même longueur d'onde concernant ce mariage. J'ai réalisé que nous avons des définitions fondamentalement différentes du partenariat. Tu vois des actifs à acquérir et à exploiter, je vois un travail de toute une vie à protéger. J'ai annulé le mariage et tous les fournisseurs. Tes affaires sont emballées dans la place de parking 23. J'ai changé toutes les serrures et tous les codes d'accès. Récupère tes affaires avant lundi midi, après quoi tout sera donné.
Je te souhaite de la clarté sur ce que signifie réellement le partenariat. Je l'ai relu une dernière fois, puis j'ai appuyé sur envoyer, j'ai complètement éteint mon téléphone et j'ai appelé Rachel. Fais tes valises. On va à Breckenridge pour le week-end, tout de suite. Tout de suite. Nous avons séjourné dans une petite cabane dans les montagnes, parcouru des sentiers où les trembles commençaient à peine à devenir dorés, bu du vin près d'une cheminée et parlé de tout sauf de Samuel. Rachel n'arrêtait pas de me regarder avec inquiétude. Tu es bizarrement calme à ce sujet. Je ne suis pas calme, dis-je. Je suis libre. Il y a une différence. Dimanche soir, Rachel et moi sommes rentrés de Breckenridge alors que le soleil se couchait derrière les montagnes. Tout le week-end, mon téléphone était éteint, complètement hors tension. Pendant 48 heures, j'avais existé dans un espace où Samuel Brennan et ses stratagèmes n'existaient pas. Maintenant, assise dans la voiture de Rachel alors que nous arrivions à Denver, je tenais le téléphone dans ma main, le doigt planant au-dessus du bouton d'alimentation. Tu n'es pas obligé de l'allumer tout de suite, dit Rachel doucement. Si. J'ai besoin de voir à quel point c'est mauvais. J'ai appuyé sur le bouton et j'ai regardé l'écran s'allumer. Il a fallu 30 secondes complètes pour que toutes les notifications se chargent, 87 appels manqués, 62 textos, 15 messages vocaux. Jésus, souffla Rachel, en jetant un coup d'œil à mon écran. Il a complètement perdu la tête. J'ai commencé à lire les textos, regardant l'état mental de Samuel se détériorer en temps réel à travers ses messages. Ils avaient commencé à arriver dans l'heure suivant mon texto de dimanche matin. Il y a d'abord eu la confusion. De quoi parles-tu? Est-ce une blague? Appelle-moi immédiatement. Puis une confusion plus urgente. Lily, je viens d'essayer ma clé, et elle ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Appelle-moi maintenant. Puis la panique. Je suis allé au garage, et toutes mes affaires sont dans des cartons. S'il te plaît, dis-moi que c'est une sorte de test. S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. Puis la colère a commencé à transparaître. Tu ne peux pas simplement annuler notre mariage sans en discuter. Nous avons payé des acomptes ensemble. C'est insensé. Nous n'avions pas payé d'acompte ensemble. J'avais tout payé. Les messages ont continué, les eurodatages montrant qu'il envoyait des textos toutes les 20 à 30 minutes pendant des heures. Tout le monde me demande ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? Que tu es devenue folle? Tu fais la plus grosse erreur de ta vie. Nous sommes censés être partenaires. Je ne peux pas croire que tu fasses ça par texto. Après tout ce que nous avons traversé. Puis la rage a complètement émergé. Tu sais quoi? Tout le monde va savoir quel genre de personne tu es vraiment, contrôlante, incapable de faire confiance. Tu vas mourir seul dans cet appartement qui t'importe plus que de vrais êtres humains. J'ai tout abandonné pour toi, j'ai emménagé chez toi, j'ai supporté tes heures de travail folles, j'ai supporté ton comportement contrôlant, et c'est ainsi que tu me remercies. Rachel lisait par-dessus mon épaule. Supporter ton comportement contrôlant? Est-ce qu'il est sérieux? Continue de lire. Je t'ai dit que ça empirait. La phase de négociation a commencé vers minuit dimanche. Lily, je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire ces choses. S'il te plaît, parlons simplement en face à face. Nous pouvons surmonter ça. Oublie l'histoire des actifs. Parlons simplement d'un contrat de mariage à la place. Est-ce que ça te ferait te sentir mieux? Je signerai ce que tu veux. S'il te plaît, ne jette pas ce que nous avons à cause de l'argent. Je t'aime, pas ton appartement ou ta voiture. S'il te plaît, appelle-moi. Puis le message vocal de son père, que Rachel a insisté pour écouter après que je l'ai décrit. Je l'ai mis sur haut-parleur. La voix de son père était une rage froide et contrôlée. Madame Morgan, ici Richard Brennan, le père de Samuel. Ce que vous faites est non seulement cruel, mais c'est de la maltraitance financière. Vous avez manipulé mon fils, l'avez rendu financièrement dépendant de vous, et maintenant vous l'abandonnez publiquement pour l'humilier. Vous allez régler cette situation immédiatement, ou vous ferez face à de graves conséquences, des conséquences juridiques. Je vous le promets. La bouche de Rachel s'est ouverte. Son père l'a littéralement incité à voler tes actifs, et maintenant tu es la maltraitante financière? La projection est une chose terrible. Il y avait aussi des textos de Marcus. Tu es froide de faire ça par texto.
Samuel mérite mieux qu'un requin d'entreprise sans cœur. Et de numéros que je ne reconnaissais pas, les amis de Samuel, probablement. Je ne sais pas ce que Samuel a fait, mais tu n'avais pas à l'humilier comme ça. Annuler un mariage 3 mois à l'avance, c'est brutal. J'espère que tu es contente de toi. Je les ai tous parcourus, ne ressentant rien, aucune culpabilité, aucune seconde pensée, aucune envie de répondre ou d'expliquer, juste une curiosité distante quant à la façon dont quelqu'un pouvait être si complètement délirant quant à son propre comportement. Vas-tu répondre, demanda Rachel. Non, il n'y a rien à dire. Il sait ce qu'il a fait. Son père sait ce qu'ils ont prévu. Répondre lui donnerait juste une ouverture pour me manipuler à nouveau. Lundi matin, j'ai fait quelque chose que je prévoyais depuis vendredi, quelque chose qui me semblait mesquin et parfait et absolument nécessaire pour mon propre sentiment de clôture. Je me suis déclaré malade au travail, le premier jour de maladie que j'avais pris depuis plus d'1 an. Puis je me suis rendu à Larimé Square, je me suis garé en face de la boutique de Douglas et j'ai attendu. Grand café à la main, lunettes de soleil sur le nez malgré le temps nuageux de Denver, voiture positionnée avec une vue parfaite sur l'entrée. Le dernier essayage de Samuel était prévu pour 14 heures. J'ai regardé les gens passer devant la boutique, j'ai regardé Douglas aider d'autres clients, j'ai regardé le rythme normal d'un lundi après-midi dans le centre-ville de Denver. À exactement 14 heures, la Honda Civic de Samuel s'est garée sur un parc-mètre devant la boutique. Je me suis redressé, le café à mi-chemin de mes lèvres. Il est sorti de la voiture avec cette démarche confiante que je trouvais autrefois attirante, épaules en arrière, menton relevé, comme s'il était sur le point de faire quelque chose d'important. Il prévoyait probablement d'utiliser cet essayage comme une histoire de sympathie plus tard. Mon ex-folle a annulé notre mariage, mais au moins je serai beau dans ce costume un jour quand je trouverai quelqu'un de mieux. Il est entré dans la boutique. J'ai vérifié ma montre. 14h03 à 14h06, la porte s'est ouverte en claquant, et Samuel est sorti en trombe, le téléphone déjà à son oreille, le visage rouge foncé de rage. Même de l'autre côté de la rue avec mes fenêtres fermées, je pouvais l'entendre crier « Que voulez-vous dire pardonner ?» Il arpentait le trottoir, les gestes sauvages, se défaisant complètement en public. Les gens qui passaient le regardaient fixement. Je me fiche de qui l'a techniquement payé. C'est mon costume. Mon costume de mariage. Plus d'arpentage, plus de cris dans son téléphone. Récupérez-le tout de suite, ou j'appelle la police. C'est du vol. J'ai pris une gorgée de mon café, regardant le spectacle. Puis il s'est passé quelque chose que je n'avais pas prévu, quelque chose qui a rendu toute la situation absolument parfaite. Un homme est sorti de la boutique derrière Samuel. Fin quarantaine, posture militaire, cheveux courts grisonnants aux tempes, et il portait le costume de Samuel, le Tom Ford anthracite avec la doublure bordeaux. L'homme s'est arrêté devant la vitrine de la boutique de Douglas, regardant son reflet avec une expression que j'ai reconnue, le genre d'émerveillement qui vient du fait de se voir comme quelqu'un que l'on avait oublié que l'on pouvait être. Il a touché doucement les revers de la veste, comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse, s'est légèrement tourné pour voir la coupe sous différents angles, s'est tenu plus droit, les épaules en arrière, le menton relevé. Le costume l'a transformé. Douglas est sorti de la boutique, s'est approché de l'homme, lui a serré chaleureusement la main et a dit quelque chose que je n'ai pas entendu qui a fait sourire l'homme, un vrai sourire, sincère et reconnaissant. C'est alors que Samuel s'est retourné et l'a vu. J'ai regardé son visage subir la transformation la plus remarquable, la confusion d'abord, pourquoi quelqu'un porte-t-il un costume qui ressemble exactement au mien, puis la reconnaissance, c'est mon costume, puis une rage incandescente pure. C'est mon costume, cria-t-il à travers le trottoir. Plusieurs personnes ont cessé de marcher. Un couple a sorti son téléphone, pensant probablement qu'il allait assister à une bagarre. Douglas s'est immédiatement interposé entre Samuel et l'ancien combattant, une main levée en geste d'apaisement. Je n'ai pas tout entendu, mais j'ai saisi des fragments. La voix de Douglas était calme, professionnelle, complètement en contrôle. Ce costume a été donné par la personne qui l'a acheté. La voix de Samuel devenait plus forte. Je me fiche de son entretien. C'est mon costume de mariage. Le mien. Monsieur Patterson, ai-je entendu Douglas dire. L'ancien combattant a semblé mal à l'aise et a commencé à dire quelque chose, mais Douglas l'a interrompu fermement. Vous ne le rendrez absolument pas. Le costume est à vous. Méritez et méritez. Mon téléphone a commencé à sonner.
J'ai baissé les yeux et j'ai vu le nom de Samuel à l'écran. J'ai relevé les yeux et je l'ai regardé de l'autre côté de la rue, le téléphone pressé contre son oreille, regardant l'entrée de la boutique comme si je pouvais me matérialiser s'il le voulait assez fort. J'ai refusé l'appel, je l'ai regardé regarder son téléphone avec incrédulité, puis composer à nouveau, je l'ai refusé à nouveau. Il a essayé une troisième fois, puis une quatrième. À chaque fois, j'ai regardé ses mouvements devenir plus agités, plus frénétiques. Finalement, il a crié à personne en particulier, « Vous ne pouvez pas faire ça. Ce costume coûte 5000 $. Douglas a levé un sourcil. Je pouvais le voir clairement de l'autre côté de la rue, cette expression parfaite de calme dévastateur. Vous êtes libre d'intenter une action en justice. Cependant, Madame Morgan a fourni une documentation exhaustive prouvant qu'elle a payé l'ensemble complet. Vous poursuivrez la personne qui l'a acheté pour avoir fait don de sa propre propriété. Je vous encourage à consulter un avocat au sujet de l'issue probable. La petite foule qui s'était rassemblée regardait avec un vif intérêt maintenant. Quelqu'un filmait définitivement. Samuel se tenait là, le visage rouge, les poings serrés le long du corps, regardant entre Douglas, Monsieur Patterson dans son costume et les gens qui le regardaient fixement. Puis il s'est retourné et retourné à sa Honda Civic, la voiture de 15 ans qu'il conduisait lorsque nous nous sommes rencontrés et qui était restée principalement inutilisée dans mon garage pendant 10 mois alors qu'il conduisait mon Range Rover partout. Il est monté, a claqué la porte et a quitté la place de stationnement si agressivement que ses pneus ont crissé contre le trottoir. Je l'ai regardé disparaître dans la rue, puis j'ai regardé en arrière vers la boutique. M. Patterson retournait à l'intérieur avec Douglas, tous les deux parlant, l'ancien combattant touchant toujours la veste comme s'il n'arrivait pas tout à fait à croire que c'était réel. J'ai terminé mon café, j'ai démarré ma voiture et je suis rentré chez moi. Le meilleur n'était pas l'humiliation publique de Samuel, même si je mentirais si je disais que ça ne me faisait pas plaisir. Le meilleur était de savoir qu'en ce moment un homme bon portait ce costume à 5000 $, un homme qui le porterait avec honneur lors d'un entretien d'embauche, qui l'utiliserait pour reconstruire sa vie, qui le méritait infiniment plus que Samuel ne l'avait jamais fait. Parfois, la vengeance ne consiste pas à détruire, parfois, il s'agit de s'assurer que quelque chose de beau se retrouve entre de bonnes mains. Quand je suis rentré à mon appartement cet après-midi-là, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des mois, en regardant Samuel s'effondrer sur ce trottoir, en regardant Monsieur Patterson s'éloigner dans ce costume avec dignité et espoir. C'était la clôture dont j'avais besoin. Mais Samuel n'en avait pas fini. Loin de là. Mardi matin, mon téléphone se remplissait d'un autre type de messages, pas de Samuel, mais de connaissances communes, de personnes de mon immeuble, même de quelques collègues éloignés. La campagne de diffamation avait commencé. Les médias sociaux de Samuel s'étaient transformés du jour au lendemain en une performance de chagrin d'amour. Des publications énigmatiques sont apparues toutes les quelques heures, parfois, vous découvrez les vraies couleurs de quelqu'un lorsque vous lui demandez de vous traiter comme un partenaire égal. Les narcissiques utilisent leur succès comme une arme pour contrôler et rejeter les personnes qui les aiment sincèrement. La maltraitance financière est réelle, et ce n'est pas toujours l'homme qui le fait à la femme. Chaque publication a reçu des dizaines de commentaires sympathiques. Ses amis se sont joints, ajoutant leurs propres observations sur la façon dont j'avais toujours semblé froide et que je ne correspondais jamais vraiment à l'énergie chaleureuse de Samuel. Un de ses amis de l'université a publié « J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose d'étrange chez elle, trop concentré sur l'argent, pas assez sur la relation. » Un autre, Samuel a évité une balle. Quiconque annule un mariage pour protéger ses actifs ne comprend pas ce que signifie le mariage. Le récit avait été soigneusement construit, et il se répandait. J'étais le requin de la finance impitoyable qui avait manipulé Samuel émotionnellement, l'avait rendu financièrement dépendant, puis l'avait cruellement rejeté lorsqu'il avait demandé un minimum de respect et de partenariat. J'avais volé son costume de mariage par dépit. J'avais tout annulé sans discussion, prouvant ainsi ma nature autoritaire. Des personnes que je connaissais à peine ont commencé à appeler. Madame Chin du comité social de mon immeuble, Lily, j'ai entendu ce qui s'est passé avec tes fiançailles. Je suis déçu de la façon dont tu as géré ça. Ce pauvre homme semblait si dévoué à toi. Une assistante juridique d'un autre cabinet, est-ce vrai que tu as mis Samuel à la porte et fait don de ses affaires sans même lui en parler? Même mon pressing engageait des conversations maladroites. J'ai entendu parler de votre rupture. On dirait que ça s'est mal passé. Je ne me suis défendu auprès d'aucun d'eux. Que étais-je censé dire? En réalité,
il prévoyait de voler 50 000 $ de mes économies? Il ne me croirait pas. La version de Samuel était déjà gravée dans leur esprit. Rachel était furieuse. Tu dois dire aux gens ce qui s'est réellement passé. Il est en train de détruire ta réputation. Laisse-le faire, dis-je. Les gens qui comptent finiront par le comprendre. Et les gens qui ne comptent pas, ne comptent pas. Mais Rachel avait raison sur une chose. L'histoire se répandait dans le milieu professionnel de Denver plus vite que je ne l'avais prévu. Le mercredi, j'avais eu 3 conversations embarrassantes au travail avec des personnes qui avaient entendu quelque chose et voulaient savoir si j'allais bien. C'est là que Margaret Kidding est intervenue. Margaret était notre associée principale, 68 ans, avec des cheveux argentés qu'elle portait en un carré net et une réputation de détruire absolument les avocats adverses lors des dépositions. Elle pratiquait le droit de la famille depuis 4 décennies, et elle n'avait absolument aucune patience pour la manipulation financière dans les relations. Jeudi après-midi, elle est apparue dans l'encadrement de la porte de mon bureau. « Ferme ta porte, dit-elle. » Je l'ai fait. « J'ai entendu des choses, dit Margaret, s'installant sur la chaise en face de mon bureau. À propos de toi et de ton ex-fiancé, à propos de la façon dont tu l'aurais prétendument maltraité financièrement et volé son costume de mariage. » Mon estomac s'est noué. « Margaret, je... » Elle leva une main. « Je ne te demande pas de te défendre. Je te dis que j'ai déjà commencé à rétablir la vérité. » Quoi? Hier soir, lors d'un cocktail de l'association du barreau, quelqu'un a évoqué ta situation, a essayé de te dépeindre comme une sorte de monstre. Alors, je leur ai dit la vérité. L'expression de Margaret était d'acier. Que Samuel Brennan a essayé de te manipuler pour que tu transfères ton condo, ta voiture et tes économies à 6 chiffres avant le mariage. Que tu l'as entendu planifier de voler 50 000 $ pour un projet de crypto-monnaie. Que tu as protégé tes biens et rompu les fiançailles. Que le don du costume était parce que tu l'avais entièrement payé alors qu'il vivait gratuitement pendant 10 mois. Je la regardais fixement. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Si, je l'étais. J'ai passé 40 ans à regarder des femmes se faire exploiter financièrement dans les mariages et les divorces. Je l'ai vu se dérouler d'une centaine de façons différentes, et ça commence toujours comme ça avec un homme qui voit une femme qui réussit comme une opportunité plutôt que comme une partenaire. Elle se pencha en avant. Tu as fait exactement ce qu'il fallait, Lily. Et je ne vais pas rester silencieuse pendant qu'un escroc et son père complice essaient de détruire ta réputation pour avoir protégé ce que tu as construit. Ma gorge se serra. Merci. Ne me remercie pas, sache juste que l'histoire est en train de changer. Les gens commencent à poser des questions, et la version de Samuel s'effondre sous un examen élémentaire. Il avait raison. À la fin de la semaine, des personnes qui avaient initialement été compatissantes envers Samuel appelaient pour s'excuser. Je suis tellement désolé, Lily. Je n'avais pas toute l'histoire. J'aurais dû te demander directement au lieu de croire les ragots. Ce qu'il a essayé de faire est horrible. Je suis contente que tu t'en sois sorti. Mais l'appel le plus inattendu est venu 2 semaines après l'incident de la boutique. Mon téléphone a sonné avec un numéro que j'ai reconnu. Marcus, le camarade de chambre de Samuel à l'université, celui qui avait été dans mon salon à discuter du projet de transfert d'actifs. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a gagné. Lily, c'est Marcus, l'ami de Samuel. On peut parler? Je peux t'offrir un café? Tous mes instincts me disaient de refuser, mais quelque chose dans sa voix m'a fait hésiter. Pourquoi? Parce que je dois m'excuser. Et je dois te dire quelque chose à propos de ce qui se passe. Nous nous sommes rencontrés dans un café à Capitol Hill, en terrain neutre. Marcus avait l'air mal à l'aise dès qu'il s'est assis, comme s'il était sur le point d'avouer quelque chose qu'il portait depuis trop longtemps. Je dois m'excuser, commença-t-il, pour ma part dans l'encouragement de Samuel, pour avoir été dans ton salon ce soir-là à parler de ses plans comme si c'était un jeu. Je suis restée silencieuse, le laissant continuer. Samuel raconte à tout le monde que tu es un monstre, que tu l'as financièrement maltraité, contrôlé, humilié. Mais j'étais là. Je l'ai entendu parler du plan de transfert d'actifs, du fonds de crypto-monnaie, du coaching de son père. Je sais ce qu'il prévoyait réellement de faire. Alors, pourquoi es-tu ici? Marcus passa sa main dans ses cheveux, ayant l'air sincèrement bouleversé. Parce que je l'ai vu faire ça avant. À l'université, il avait une petite amie qui s'appelait Ashley, il l'a convaincue de co-signer un prêt commercial pour une start-up qu'il voulait lancer.
Elle lui faisait entièrement confiance. Il a fait défaut sur le prêt en 6 mois et a détruit sa cote de crédit. Elle a passé des années à se reconstruire financièrement, n'a pas pu obtenir l'approbation d'un bail d'appartement, a dû retourner vivre chez ses parents. Ma poitrine s'est serrée. Et tu étais au courant de ça? J'étais au courant. Je pensais que c'était juste une stupide erreur qu'il avait commise quand il était jeune. Mais ensuite, en regardant ce qu'il a essayé de te faire, comment il ment sur tout maintenant, se dépeignant comme la victime, j'ai réalisé qu'il ne faisait que mettre en œuvre une version plus sophistiquée du même stratagème. Il n'a pas changé. Il est juste devenu meilleur. Pourquoi me dire ça maintenant? Comme son père a trouvé un avocat, il prévoit de te poursuivre en justice pour le costume de mariage et la détresse émotionnelle. Ils vont prétendre que tu as volé sa propriété et l'as humilié publiquement, et je ne peux pas rester silencieux à ce sujet. Marcus a sorti son téléphone, m'a montré un fil de discussion par SMS avec Samuel d'il y a 2 semaines, avant l'incident de la boutique. Samuel se vantait du fonds de crypto-monnaie qu'il allait lancer avec l'argent de Lily, de la façon dont elle ne remarquerait jamais 50 000 $ manquants, de la façon dont, une fois son nom sur ses actifs, il aurait une véritable sécurité. Je suis prêt à témoigner, dit Marcus, si ça va au tribunal, sur ce que je l'ai entendu dire, quels étaient ses plans réels. C'est le moins que je puisse faire. J'ai pris des photos du fil de discussion par SMS avec mon propre téléphone. Merci. Ça aide. Je suis désolé de ne pas avoir dit quelque chose plus tôt. J'aurais dû te prévenir avant que ça n'aille aussi loin. Après le départ de Marcus, je suis restée assise dans ce café pendant longtemps à penser à Ashley, au nombre d'autres femmes qu'il pourrait y avoir eu, au schéma de comportement qui ne change pas, mais qui évolue simplement. Puis j'ai appelé Jonathan Hastings. On pourrait avoir un procès qui arrive, lui ai-je dit. Mais nous avons aussi un témoin prêt à témoigner sur ce que Samuel prévoyait réellement. Bien. Laisse-moi gérer ça. En 48 heures, Jonathan avait rédigé une lettre juridique qui était essentiellement une frappe chirurgicale. 8 pages décrivant exactement ce que la divulgation de preuves révélerait si Samuel procédait à un litige, des preuves documentées de son plan visant à drainer mes économies pour un investissement non autorisé dans la crypto-monnaie, le témoignage de plusieurs témoins sur le caractère prémédité du stratagème de transfert d'actifs, la preuve que j'avais payé toutes les dépenses du mariage, y compris le costume litigieux, les relevés bancaires montrant les contributions minimales de Samuel aux dépenses du ménage, et une contre-poursuite proposée pour tentative de fraude financière et de coercition. La conclusion de la lettre était dévastatrice, si votre client procède à un litige. Veuillez noter que Madame Morgan est une avocate en droit immobilier d'entreprise possédant une vaste expérience des procès et un accès illimité à des témoins experts en matière de manipulation financière dans les relations intimes. La divulgation de preuves sera intrusive, approfondie et coûteuse pour votre client. Nous vous encourageons à conseiller Monsieur Brennan en conséquence. Jonathan l'a envoyé un mardi. Le vendredi, l'avocat de Samuel s'était retiré de l'affaire. Le père de Samuel m'a appelé directement une dernière fois. Sa voix était tendue d'une rage à peine contenue. Tu crois avoir gagné? Tu penses que détruire la réputation de mon fils te rend puissante, mais tout le monde finira par voir ce que tu es réellement. J'ai gardé ma voix calme. Tout le monde voit déjà ce que ton fils est réellement. C'est précisément le problème. Tu l'as entraîné à m'exploiter, et maintenant tu es en colère que ça n'ait pas marché. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. J'ai des enregistrements de ton fils discutant de la stratégie exacte que tu lui as enseignée. J'ai des témoins. J'ai des documents. Si tu me contactes à nouveau, j'ajouterai le harcèlement à la contre-poursuite. Sommes-nous clairs? Silence. Puis l'appel s'est terminé. J'ai bloqué leurs 2 numéros et je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. La menace de poursuite s'est complètement évaporée, et lentement ma vie a commencé à revenir à quelque chose qui ressemblait à la normale. Sauf que ce n'était pas la même normale. C'était mieux, parce que j'avais appris quelque chose que Samuel et son père ne s'attendaient jamais à ce que j'apprenne, que se protéger n'est pas égoïste. Et que parfois, les gens qui vous disent froide sont juste en colère que vous ne les laissiez pas vous voler. Les semaines après avoir bloqué Samuel et son père ont été étranges. Pas difficiles exactement, juste étranges. Comme s'adapter au silence après avoir vécu à côté de bruits de construction pendant des mois. Je me suis jeté dans le travail avec la même intensité que j'avais toujours eue, mais maintenant c'était différent, plus léger. Je ne rentrais pas à la maison vers quelqu'un qui en voulait à ma réussite, ne défendait pas mes choix de carrière,
ne surveillait pas mes comptes bancaires pour des virements non autorisés. Mon condo me semblait à nouveau être le mien. J'ai réorganisé les meubles à leur emplacement d'origine. J'ai fait don des pièces chères que Samuel avait apportées. J'ai remplacé les magazines sur la crypto-monnaie sur ma table basse par des livres que j'avais l'intention de lire depuis des années. Rachel est venue un vendredi soir avec du vin et des plats à emporter. Tu sembles différente, dit-elle, s'installant sur mon canapé. Différente comment? Plus légère. Comme si tu avais retenu ton souffle pendant un an et que tu avais enfin expiré. Elle n'avait pas tort. 3 mois après la rupture, Margaret m'a appelé dans son bureau. Ferme la porte, dit-elle, et mon estomac s'est noué. Ce ton signifiait généralement de mauvaises nouvelles. Mais Margaret souriait. Le comité des associés s'est réuni hier. Nous aimerions t'offrir le poste d'associé junior, avec effet immédiat. Je la regardais fixement. Je pensais que ça n'arriverait pas avant l'année prochaine. Ce n'était pas le cas. Mais j'ai fait valoir que ton jugement sous pression personnelle, la façon dont tu as géré la situation avec Samuel, démontrait exactement le type de pensée claire et d'autoprotection que nous apprécions chez les associés. Tu n'as pas laissé l'émotion obscurcir ton jugement. Tu as tout documenté, protégé tes biens et géré les conséquences avec professionnalisme. Le comité était d'accord. Margaret, je ne sais pas quoi dire. Dis oui, et puis retourne au travail. Le bail commercial d'Henderson ne va pas se négocier tout seul. J'ai dit oui. Ce week-end, Rachel et moi avons réservé un voyage au Portugal. 3 semaines en septembre. Nous avons séjourné dans de petites villes côtières, mangé des fruits de mer et bu du vin, fait de la randonnée le long de falaises surplombant l'Atlantique. Pendant 3 semaines, je n'ai pas vérifié obsessivement mes emails professionnels. Je n'ai pas pensé à Samuel. J'ai juste existé dans le moment présent. C'est la personne que tu es censé être, dit Rachel un après-midi alors que nous étions assis sur une plage, pas la version qui surveillait constamment l'humeur et les manigances de quelqu'un d'autre. J'avais oublié ce que la paix ressentait. N'oublie plus. Quand je suis revenu à Denver, mon condo me semblait encore plus être chez moi. Il m'avait manqué d'une manière dont il ne m'avait jamais manqué quand Samuel vivait là. Le calme me manquait. Le fait d'avoir un espace qui était entièrement le mien me manquait. Puis, 6 mois après avoir annulé le mariage, quelque chose est arrivé qui a tout changé. Une grande enveloppe est arrivée à mon bureau avec l'adresse de retour de la boutique de Douglas. À l'intérieur, il y avait une note, j'ai pensé que tu devrais voir ça. Et une carte. L'écriture était soignée, délibérée, comme quelqu'un qui n'écrivait pas à la main très souvent. La carte avait un design simple, merci sur le devant en écriture élégante. À l'intérieur, le message disait, Mademoiselle Morgan, Monsieur Douglas m'a donné votre adresse professionnelle et a dit qu'il serait correct de vous écrire. Je suis James Patterson, le vétéran qui a reçu le costume que vous avez donné. Je voulais que vous sachiez ce que ce cadeau signifiait pour moi. J'ai obtenu le poste d'agent de sécurité d'entreprise. J'ai passé l'entretien pour celui où je portais votre costume. J'ai été promu 2 fois en 6 mois. Je suis maintenant responsable de la sécurité de tout un campus technologique. Mais plus que le travail, ce costume m'a donné quelque chose que j'avais perdu. La confiance, la dignité, le sentiment d'avoir ma place à nouveau dans les espaces professionnels. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous et la personne à qui ce costume était destiné à l'origine. Et ce ne sont pas mes affaires, mais je veux que vous sachiez que votre générosité a changé ma vie. J'inclus une photo de mon premier jour de travail. Je voulais que vous voyiez ce que votre cadeau a rendu possible. Avec ma plus profonde gratitude, James Patterson. La photo montrait un homme se tenant droit devant un immeuble de bureau, portant le costume gris anthracite Tom Ford avec une doublure bordeaux. Le même costume que Samuel avait passé des heures à choisir, obsédant sur chaque détail. Mais sur James, il avait l'air différent. Il avait l'air mérité. Il se tenait les épaules en arrière, le menton levé, les yeux clairs. Il avait l'air d'être exactement à sa place. Je suis resté assise à mon bureau à tenir cette carte pendant longtemps, sentant quelque chose changer dans ma poitrine. Pas seulement la satisfaction que le costume soit allé à quelqu'un qui le méritait, mais une joie sincère que quelque chose de bien soit sorti de mon pire erreur de jugement. J'ai encadré la photo et je l'ai accrochée dans mon bureau à domicile juste au-dessus de mon bureau. Pendant les soirées tardives à examiner des contrats ou à me préparer à des négociations difficiles, je levais les yeux et voyais James Patterson se tenir fièrement dans ce costume.
Et je me souvenais que parfois, la meilleure vengeance est de s'assurer que quelque chose de beau finit entre de bonnes mains. 9 mois après la rupture, je déjeunais avec un client dans un restaurant du centre-ville quand je l'ai vu. Samuel, assis à une table près de la fenêtre avec une femme que je n'ai pas reconnue. Elle était attirante, avait l'air professionnel, riant de quelque chose qu'il avait dit. Et je l'ai vu utiliser exactement les mêmes gestes qu'il avait utilisés avec moi, se penchant attentivement, touchant sa main à travers la table, ce sourire qui vous faisait sentir spécial. Mon premier réflexe a été de partir immédiatement, de simplement payer la note et de partir. Mais quelque chose m'a arrêté. Je les ai observés pendant un moment, j'ai vu comment elle le regardait de la même manière que je l'avais probablement fait au début, comme s'il était sincèrement intéressé par elle en tant que personne, et non comme un atout à acquérir. Quand elle s'est levée pour aller aux toilettes, j'ai fait quelque chose d'impulsif. Je l'ai suivie. Elle se lavait les mains quand je me suis approché. Ça va paraître complètement fou, mais sortez-vous avec Samuel Brennan? Elle s'est retournée, surprise mais pas hostile. Oui, depuis environ 4 mois maintenant. Pourquoi? J'étais fiancé à lui jusqu'à il y a environ 8 mois. Je ne suis pas ici pour créer des drames ou interférer, mais s'il vous plaît, soyez très prudente avec vos informations financières. Ne le laissez pas vous faire pression pour transférer des biens ou lui donner accès à vos comptes. Et s'il vous donne un jour un ultimatum concernant la preuve de votre amour par un transfert de propriété, s'il vous plaît, fuyez. Elle me regarda fixement. Il m'a dit que vous étiez une ex-petite amie contrôlante qui ne pouvait pas supporter son ambition. J'en suis sûr. J'ai sorti une de mes cartes de visite, j'ai noté mon numéro de portable au dos. Je vous demande juste de vous protéger. Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble louche. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un qui est passé par là, appelez-moi. Elle a pris la carte lentement, quelque chose changeant dans son expression. Merci pour ça. J'ai quitté le restaurant le cœur battant, incertaine d'avoir fait ce qu'il fallait, mais sachant que j'avais fait quelque chose. 2 semaines plus tard, le téléphone de mon bureau a sonné. Ici Victoria Chin. Nous nous sommes brièvement rencontrés dans un restaurant. J'ai besoin de vous parler. Nous nous sommes rencontrés pour prendre un café, et Victoria est venue préparer. Elle avait fait des recherches après notre rencontre. Elle a trouvé l'ancienne petite amie de Samuel, Ashley, sur les réseaux sociaux. Elle l'a contacté, a appris l'histoire du prêt commercial qui a détruit son crédit. Elle a trouvé la femme avant moi. Il a essayé de se faire ajouter sur son bail d'appartement. Elle a trouvé une autre femme de sa ville natale qui l'avait laissé ajouter son nom à son assurance automobile temporairement, puis a passé des mois à essayer de le retirer. Il y a un schéma, a dit Victoria, étalant des papiers sur la table du café comme des preuves. Il cible les femmes financièrement indépendantes, emménage rapidement, puis tente systématiquement de faire inscrire son nom sur leurs biens. Avec vous, il est devenu sophistiqué. L'ultimatum du mariage était un moyen de pression, mais le but est toujours le même. Vous avez rompu avec lui? Hier. Il m'a crié dessus pendant plus d'1 heure. Il a dit que j'étais paranoïaque, que vous m'empoisonneriez contre lui. Puis il a dit quelque chose de révélateur. J'aurais fini par te rendre riche de toute façon. Comme si l'accès à mon argent avait toujours été le plan et qu'il me rendait une sorte de service. Victoria a poussé un dossier sur la table. J'ai tout documenté, ses tentatives pour obtenir mes informations bancaires, les conversations sur l'ajout de son nom au titre de propriété de ma voiture, les pressions pour qu'il gère mes comptes d'investissement. Si vous avez besoin de ça pour quoi que ce soit de légal, c'est à vous. J'ai pris le dossier, ressentant quelque chose comme une justification. Pas seulement pour moi, mais pour Ashley et toutes les autres. Merci de m'avoir prévenu, a dit Victoria. Vous m'avez probablement évité de faire une terrible erreur. Quelqu'un aurait dû me prévenir. Je suis juste contente que vous ayez écouté. Octobre est arrivé, le mois qui aurait dû être mon mariage. Rachel a insisté pour que nous allions au jardin botanique le jour de ce qui aurait dû être mon mariage. Fais-moi confiance, a-t-elle dit quand j'ai protesté. Nous sommes arrivés et avons trouvé un mariage en cours. Les jeunes professeurs, sponsorisés anonymement avec les $8 000 de contribution pour le lieu. La cérémonie était simple, belle. La mariée pleurait pendant ses vœux. De vraies larmes, pas des larmes de comédie. Le marié lui tenait les mains comme si elle était quelque chose de précieux et de rare. Leurs amis et leurs familles remplissaient le jardin de rire et de joie authentique.
Rachel et moi avons regardé de loin, et quelque chose dans ma poitrine qui était serrée depuis des mois s'est finalement relâché. C'est à ça que c'est censé ressembler, a dit Rachel doucement. Ouais. Jennifer, la coordinatrice du lieu, nous a repérés et s'est approchée. Lily, j'espérais que tu viendrais. La mariée m'a spécifiquement demandé de te remercier si jamais je te voyais. Elle a dit que quelqu'un qui croyait en leur amour alors qu'ils n'avaient pas les moyens de le célébrer correctement signifiait plus que l'argent. J'ai regardé la première danse du couple, et pour la première fois depuis l'incident de la boutique, j'ai pleuré. Pas de tristesse ou de regret, mais de quelque chose comme une clôture. Mon argent avait créé une joie réelle au lieu de financer une performance frauduleuse. Et d'une certaine manière, cela valait la peine. Rachel et moi avons quitté le jardin botanique au coucher du soleil. Les jeunes mariés dansaient toujours avec leurs invités sous les guirlandes lumineuses. Sur tout le chemin du retour, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas prévu. Pas de la tristesse que ce ne soit pas mon mariage, mais une joie authentique que mon argent ait créé quelque chose de réel et de beau. Ça va, a demandé Rachel quand nous sommes arrivés à mon immeuble. Oui, vraiment, et j'allais bien. Les semaines et les mois qui ont suivi se sont estompés de la meilleure façon possible. Pas le flou excitant de la crise et du drame, mais le flou paisible d'une vie qui se déroule enfin sans heurts. Le travail m'a consumé, mais d'une manière saine cette fois. Le partenariat Junior s'est accompagné de clients importants, une entreprise technologique relocalisant son siège social à Denver, une chaîne de vente au détail nationale renégociant les baux des centres commerciaux à travers l'État. Des cas complexes qui nécessitaient toute mon attention et mon expertise. Margaret m'a prise à part un après-midi. Tu es différente ces derniers temps. Différente comment? Plus vive, plus confiante, comme si tu ne portais plus de poids supplémentaire. Elle avait raison. Sans les critiques constantes de Samuel, sans surveiller mes comptes pour les transferts non autorisés, sans défendre mes choix de carrière tous les soirs, j'avais une énergie que j'avais oubliée. J'ai encadré de jeunes associés comme Margaret m'avait encadré. Quand une jeune femme de 26 ans nommée Emily est venue me voir, inquiète de l'intérêt soudain de son petit ami pour son héritage, je n'ai pas hésité. Vous a-t-il demandé d'ajouter son nom à quoi que ce soit? Compte bancaire, titre de propriété? Emily a hoché la tête lentement. Il a dit que cela montrerait que je lui fais confiance. Ne le faites pas. Et s'il en fait un ultimatum, cela vous dira tout ce que vous devez savoir sur ce qu'il veut réellement. Un mois plus tard, Emily est revenue me remercier. Elle avait mis fin à la relation après que son petit ami soit passé des demandes aux exigences. Vous m'avez probablement évité de faire une énorme erreur. Quelqu'un aurait dû me prévenir plus tôt. Je suis juste contente de pouvoir vous prévenir. Rachel et moi avons commencé à organiser des dîners mensuels dans mon appartement, juste des femmes professionnelles célibataires partageant des ressources et du soutien. Un réseau informel où nous pouvions parler honnêtement des signaux d'alarme, de l'indépendance financière et de la navigation dans les rencontres en étant une femme qui réussit. Lors d'un dîner, une avocate fiscaliste nommée Michelle a dit quelque chose qui m'a marqué. Je pensais qu'avoir de l'argent rendrait les relations plus faciles. Il s'avère que cela révèle juste qui les gens sont vraiment plus rapidement. Tout le monde a hoché la tête. Un an après avoir annulé le mariage, Margaret m'a appelé dans son bureau avec une nouvelle. Samuel est retourné à Phoenix. Il travaille maintenant dans une concession automobile. Comment le savez-vous? J'ai des amis partout. Elle a souri, y compris une dont la fille sort avec quelqu'un qui travaille avec le père de Samuel. Apparemment, Samuel sort actuellement avec une femme qui possède une entreprise de traiteur. Son père lui conseille déjà comment faire inscrire son nom sur le bail de sa cuisine commerciale. J'ai attendu que la colère vienne, ou l'anxiété, ou l'envie de prévenir cette femme que je n'avais jamais rencontrée. Mais je n'ai rien ressenti, si ce n'est de la pitié pour elle et l'espoir qu'elle s'en rende compte avant qu'il ne soit trop tard. J'ai prévenu Victoria, ai-je dit. J'ai tout documenté. Son schéma est visible pour quiconque regarde. Je ne peux pas sauver tout le monde de lui, Margaret. Certaines leçons, les gens doivent les apprendre eux-mêmes. C'est très mature de votre part. Je veux juste qu'il soit le problème de quelqu'un d'autre, pas le mien. Et il l'était. Samuel est devenu hors de propos. Un chapitre clos, une histoire édifiante que je partageais occasionnellement avec de jeunes femmes, mais pas quelque chose que je portais avec moi. Ma vie amoureuse est restée minime, mais par choix. Je sortais occasionnellement, je rencontrais des gens intéressants, mais j'ai développé une réaction presque allergique à certains signaux d'alarme.
Un gars lors d'un deuxième rendez-vous a regardé autour de mon appartement et a dit « C'est drôlement bien pour une seule personne. On dirait du gaspillage. » J'ai mis fin au rendez-vous immédiatement. Un autre homme lors d'un dîner du troisième rendez-vous a mentionné que je n'avais pas vraiment besoin d'une voiture aussi chère et que je pourrais probablement réduire la taille à quelque chose de plus pratique. J'ai bloqué son numéro avant l'arrivée du dessert. Rachel a trouvé ça hilarant. Tu as développé une politique de tolérance zéro. J'ai développé des normes. Il y a une différence. Assez juste. 18 mois après la rupture, Douglas de la boutique a appelé. Lily, j'ai une demande inhabituelle. Monsieur Patterson, l'ancien combattant qui a reçu le costume, a demandé si je pouvais vous mettre en contact aussi. Il veut vous emmener déjeuner pour vous remercier correctement. Seriez-vous à l'aise avec ça? Mon premier réflexe a été de refuser. Toute la situation me semblait potentiellement délicate, mais quelque chose m'a fait hésiter. Laissez-moi y réfléchir. J'ai appelé Rachel. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que cela pourrait vous donner une conclusion sur la seule bonne chose qui soit ressortie de tout ce gâchis. Et si c'est bizarre, vous pouvez partir. J'ai accepté de déjeuner. James Patterson s'est présenté au restaurant avec sa femme, Karen, ce qui a immédiatement rendu les choses moins délicates. Ils avaient tous les deux la fin de la quarantaine, chaleureux et authentiques d'une manière qui se sentait instantanément confortable. Je ne connais pas toute l'histoire de ce qui s'est passé, a dit James après que nous ayons commandé. Douglas ne voulait pas partager de détails, et je ne voulais pas fouiller, mais j'ai besoin que vous sachiez ce que ce costume a fait pour moi. Il a expliqué qu'il était au chômage depuis 8 mois après avoir quitté l'armée. Qu'il avait postulé pour des postes de sécurité d'entreprise mais n'aboutissait à rien. Que portait ce costume Tom Ford à l'entretien avait tout changé. Pas seulement la façon dont les autres le voyaient, mais la façon dont il se voyait lui-même. Je me sentais invisible, a-t-il dit, comme si mon expérience militaire ne comptait pas dans le monde civil. Mais quand j'ai mis ce costume et que je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu quelqu'un qui avait sa place dans les espaces d'entreprise, quelqu'un de professionnel, quelqu'un de précieux. Karen a tendu la main sur la table et m'a serré la main. Il est rentré à la maison ce jour-là et a pleuré. Il a dit qu'un étranger lui avait donné de la dignité alors qu'il était à court d'espoir. Ce n'était pas seulement le travail, a continué James. Bien que j'ai obtenu ce poste, et que j'ai été promu 2 fois depuis. C'était de retrouver ma confiance. Ce costume est devenu mon uniforme d'entretien. Chaque réunion importante, chaque discussion sur la promotion, je le porte. Il me rappelle que je mérite d'être là. Nous sommes restés 3 heures à parler de tout sauf de Samuel. Ils m'ont parlé de leur fille à l'université, du travail de Karen en tant qu'enseignante, de leur projet de voyage une fois qu'elle aurait pris sa retraite. Avant de partir, Karen a dit, je sais que cela peut sembler étrange, mais nous aimerions rester en contact. Vous avez donné à James quelque chose de précieux quand vous n'étiez pas obligé de le faire. Cela compte. Ils sont devenus de vrais amis. Le genre qui m'a invité à la remise de diplôme de leur fille, qui m'a envoyé des photos de leurs vacances, qui se souciait sincèrement de ma vie. James et Karen m'ont rappelé que de bonnes personnes existaient. Des gens qui appréciaient les cadeaux sans essayer de manipuler le donateur. 2 ans après avoir changé ces serrures, je me suis réveillé un matin de mardi au hasard et j'ai réalisé que quelque chose avait changé. J'ai fait du café dans ma cuisine, en regardant la ligne d'horizon de Denver à travers les fenêtres que j'avais choisies quand j'ai acheté cet endroit. La lumière du matin frappait les planchers de bois franc exactement comme il faut, créant des motifs que j'avais remarqués 1000 fois, mais que j'appréciais d'une manière ou d'une autre plus profondément maintenant. Je n'avais pas pensé à Samuel depuis des semaines. Ni avec colère, ni avec regret, ni même avec curiosité. Il était simplement devenu hors de propos, une personne qui existait autrefois dans ma vie mais qui n'y était plus. J'ai regardé autour de mon appartement. Chaque meuble que j'avais choisi. Chaque œuvre d'art que j'avais achetée. L'esthétique minimaliste qui était la mienne, pas compromise par les préférences de quelqu'un d'autre. Le bureau où je travaillais tard le soir sur des affaires qui me tenaient à cœur. La chambre où je dormais profondément sans m'inquiéter de ce que quelqu'un complotait pour vider mes comptes. Mon Range Rover était garé dans le garage, payé et bien entretenu. Mon compte d'épargne avait de nouveau dépassé 6 chiffres, puis avait continué à croître. Ma carrière était exactement là où je la voulais. Un travail stimulant, des collègues respectés, une associée junior en voie de devenir associée senior dans quelques années. Plus important encore,
j'avais réappris à faire confiance à mon instinct. À entendre ces signaux d'alarme et à les écouter réellement au lieu de les expliquer. À reconnaître la manipulation avant qu'elle ne s'enracine. À comprendre que protéger ce que j'avais construit n'était pas égoïste. C'était essentiel. Ce matin-là, en buvant du café dans ma maison paisible, j'ai finalement compris ce que ma mère avait essayé de m'enseigner. La richesse n'est pas seulement une question d'argent. Il s'agit de dignité, de limites, de respect de soi, de la sagesse de reconnaître quand quelqu'un veut prendre plutôt que construire. Le courage de s'éloigner des personnes qui vous considèrent comme une opportunité au lieu d'un partenaire. C'était tout ça. Tout ça a été conservé et protégé et construisait une vie qui était entièrement la mienne. Et quelque part de l'autre côté de la ville, James Patterson se préparait probablement pour le travail. En mettant ce costume Tom Ford gris foncé avec une doublure bordeaux, en se tenant un peu plus droit à cause de ça. Quelque chose de bien était ressorti de mon pire jugement. J'ai regardé la photo encadrée au-dessus de mon bureau. James le jour de son premier jour de travail, fier et confiant d'être exactement là où il devait être. La vraie vengeance n'était pas une question de destruction ou d'humiliation ou de spectacle public. La vraie vengeance, c'était de refuser d'être la victime que quelqu'un avait prévu que je sois. C'était protéger ce que j'avais construit et aller de l'avant sans porter la manipulation comme un fardeau. C'était dormir profondément chaque nuit en sachant que j'avais choisi le respect de soi plutôt que la commodité sociale. C'était être assise dans ma propre maison, à boire mon propre café, à vivre ma propre vie, complètement libéré de quelqu'un qui m'avait vu comme des actifs à acquérir au lieu d'une personne à aimer. Cela, en fin de compte, était la vengeance la plus douce de toutes. J'ai terminé mon café, je me suis habillé pour le travail et j'ai quitté mon appartement la tête haute. Samuel Brennan avait essayé de tout prendre. J'ai tout gardé, chaque pièce. Et je ne m'étais jamais sentie aussi puissante de ma vie. Si cette histoire de protection de ce que vous avez construit vous a accroché jusqu'à la fin, écrasez ce bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée était quand Samuel a vu cet ancien combattant porter son costume Tom Ford devant la boutique. Quel était votre moment préféré? Déposez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires motivantes comme celle-ci. Abonnez-vous et appuyez sur cette cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne.